Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mathieu Tison. Je suis sexologue diplômé de l'université Paris 5. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu du couple et d'un sujet bien particulier, celui des pervers narcissiques. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que la perversion narcissique, c'est quand même un sujet qui est super à la mode en ce moment. On en entend vraiment parler partout et le plus souvent à tort et à travers. Donc ici, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va définir ce que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Et puis, on va donner la définition pour apprendre à les reconnaître. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples. Et en fin de vidéo, vous allez voir que, en fait, on est tous des pervers narcissiques. Alors, déjà, c'est parti pour la définition d'un pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la définition, elle tient en une phrase et elle est toute simple. C'est quelqu'un qui aime faire souffrir les autres. Ce n'est que ça, un pervers narcissique. C'est une personne qui aime faire souffrir autrui. Alors, ce qui est intéressant avec cette définition, c'est qu'on va en tirer 4 caractéristiques qui vont nous aider à reconnaître un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Donc le premier phénomène, ça va être ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Alors qu'est-ce que c'est que la dépersonnalisation? Eh bien, c'est tout simplement considérer que la personne qu'on est en train de faire souffrir, justement, n'est pas une personne, mais est plutôt une chose, un objet, ou éventuellement elle est au niveau des animaux. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne perverse narcissique, elle a besoin d'avoir bonne conscience, parce que sinon elle arrêterait d'être perverse narcissique. Donc on va enlever le statut de personne à la personne, en l'occurrence, que l'on fait souffrir. Le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de clivage. Il est très intéressant celui-là. En fait, un ou une pervers narcissique, il va déformer la réalité des faits pour les tourner à son avantage. Encore une fois, un pervers narcissique, il a besoin de se lever le matin, il a besoin de vivre sa vie, donc son esprit va tordre la réalité pour lui faire dire, finalement, ce que je fais, c'est pas mal. Et on pourrait même se dire, son esprit va se dire, c'est neutre, c'est pas grave. Non, 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 le clivage, c'est ce que je fais, au contraire, c'est même bien. Donc c'est ça le clivage, c'est déformer la réalité pour faire que nos actes abjects, dans notre esprit, soient en fait des actes bons. Alors on donnera quelques exemples tout à l'heure, parce que ça paraît un peu dingue comme ça, mais vous allez voir, oui, ça existe. La troisième caractéristique des pervers narcissiques, c'est qu'ils ont des bonnes compétences sociales. Oui, pour réussir à avoir quelqu'un sous la main à faire souffrir, et que cette personne-là reste dans notre entourage, il faut en quelque sorte la tromper, l'amadouer quelque part. Et ça, ils vont développer des compétences sociales pour assouvir leur perversion narcissique. Ce que je pense, c'est que les personnes perverses narcissiques développent donc une compétence sociale et ne sont pas compétents socialement à la base, mais du fait de leur bizarreté d'esprit, ils développent des compétences sociales pour pouvoir assouvir cette perversion. Et enfin, la quatrième caractéristique de la perversion narcissique, c'est l'absence totale de remords. Encore une fois, une personne qui est perverse narcissique, elle a besoin de se lever le matin et de ne pas se prendre la tête à se dire je suis une merde, je suis une mauvaise personne, je suis un pervers narcissique. Donc, du fait qu'elle ne fait pas souffrir une personne, comme on l'a dit, qu'en fait, en plus, ce qu'elle fait, c'est bien, on va arriver à la conclusion qu'un pervers narcissique ne peut pas avoir de remords. Un pervers narcissique ne va jamais s'excuser. Il ne va jamais exprimer, comme je vous le disais, de remords. Donc voilà la définition d'un ou une pervers narcissique. Et c'est ce qu'on appelle un tableau clinique. Alors un tableau clinique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des signes qu'on va retrouver dans une maladie. En l'occurrence, là, dans cette déviance qu'est la perversion narcissique. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il faut forcément retrouver ces 4 caractéristiques-là. S'il y en a une qui est absente, c'est pas de la perversion narcissique. C'est un être abject pareil, mais sauf qu'on ne peut pas poser un diagnostic de perversion narcissique. Et c'est pour ça que c'est souvent utilisé à tort et à travers, parce qu'on va prendre juste une des caractéristiques, on va dire, oui, c'est un pervers narcissique, ou c'est une perverse narcissique. Mais non, il faut vraiment qu'il y ait l'ensemble des éléments. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre.
Par exemple, ce qui n'est pas de la perversion narcissique, la plupart du temps, hein, dans la très grande majorité des cas, ce sont les cas de rupture. Alors certes, une personne qui rompt avec une autre, eh bien le ou la partenaire, oui, souffre, on est d'accord. Mais est-ce que la personne qui quitte l'autre aime ça? Ben, la plupart du temps, non. Quitter quelqu'un, c'est aussi compliqué. On se rend compte de la souffrance qu'on a en face. Or, dans la perversion narcissique, on ne se rend jamais compte. La personne ne se rendra jamais compte du tort qu'elle cause à l'autre. Puisque, je vous le rappelle, on a un phénomène de dépersonnalisation et de clivage. Dépersonnalisation, elle ne peut pas souffrir, parce que de toute façon, ce n'est pas un être humain. Et le clivage, c'est je la quitte, mais je suis quelqu'un de bien, en fait, je lui fais du bien. Un autre cas où c'est pas de la perversion narcissique, eh bien, c'est si vous êtes dans un couple et que vous vous engueulez, tout simplement. S'engueuler dans un couple, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas parce que vous vous échangez des noms d'oiseaux, eh bien, que forcément c'est de la perversion narcissique d'un des deux partenaires. En général, à la fin des engueulades, eh bien, bon, quand on a fini de faire la gueule, on s'arrange, on essaie de discuter, d'arrondir les angles et tout ça. Il y a une sorte de remords qui s'installe. On se dit qu'on est peut-être allé un peu trop loin. Et donc, eh bien, on n'a plus la caractéristique absence de remords. Ce n'est donc plus de la perversion narcissique. Alors maintenant, prenons un cas, par exemple, d'un pervers narcissique qui aurait une partenaire. Eh bien, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui va, par exemple, dénigrer systématiquement sa partenaire en public. Voilà, on va imaginer que cette personne éprouve un certain plaisir à la voir souffrir en public. Donc là, on rentre tout à fait dans la définition. Donc on va chercher les 4 autres caractéristiques. La première, c'est la dépersonnalisation. Eh bien, on va imaginer que cet homme qui est pervers narcissique ne considère pas sa femme comme un être humain, mais vaguement comme une chose un peu inutile. Deuxième caractéristique, on a dit le clivage. Cet homme, par exemple, va considérer qu'en dénigrant sa femme en public, eh bien, il l'aide finalement à ce qu'elle soit plus à l'aise, elle va corriger ses défauts. Donc il se dit, mais moi je suis quelqu'un de bien, je l'aide à corriger ses défauts en la dénigrant comme ça en public. Troisième caractéristique, c'est quelqu'un qui est compétent socialement, donc on va imaginer qu'il dénigre sa femme de façon subtile en faisant un peu rigoler l'assemblée en public. Il va sembler plutôt sympa comme mec. Donc sa femme sera encore plus prise au piège, parce que quand elle va dire qu'elle souffre, les autres vont plutôt faire la sourde oreille. Et enfin, quatrième caractéristique, l'absence de remords. On imagine très bien que cet homme-là, arrivé à la maison, ne va pas s'excuser auprès de sa femme, mais au contraire va enfoncer le clou en disant, par exemple, tu m'as encore fait honte ce soir, tu as vu, etc., etc. Voilà, bam, un vrai pervers narcissique. Et les 4 caractéristiques sont bien présentes. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples plus extrêmes, des extrêmes supérieurs de perversité narcissique et des extrêmes inférieurs. En fait, il y a une sorte d'échelle, comme ça. Et là, on va partir tout en haut de l'échelle. On va prendre, par exemple, les procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, c'était les procès des dirigeants nazis après la victoire des Alliés. Un exemple, moi, qui m'a frappé quand j'ai vu les procès de Nuremberg, c'était, par exemple, le directeur du camp de Auschwitz. Bon, vous imaginez tous à quel point c'est horrible ce qu'il a fait et qui devait être complètement pris de remords pendant ce procès. Eh bien, pas du tout. Non seulement il n'a pas exprimé de remords, mais en plus, il a dit au jury qui était devant lui, eh bien, dans mon camp, personne n'a jamais souffert. Ah, et toute l'assemblée était médusée. Et cet homme, il parlait sincèrement, il croyait vraiment à ce qu'il disait. On a là un superbe cas extrême de clivage, ainsi que d'absence de remords, et évidemment de dépersonnalisation. Ça c'est bien connu, hein. Les nazis considéraient leurs victimes comme des non-humains, des humains inférieurs qui n'étaient pas à rien. Voilà, bon alors, désolé pour cet exemple un peu extrême, mais c'est utile pour comprendre qu'il y a aussi des exemples un peu extrêmes inférieurs. Et c'est là où on va comprendre que la perversion narcissique, ça peut être quelque chose qui nous gêne un peu aux entournures. Prenons l'exemple, eh bien, je ne sais pas moi, d'une jeune fille de 11 ans avec sa bande de copines qui se met à se moquer d'une autre petite fille. Pour info, évidemment, ça existe tous les jours dans une cour d'école. Et ce qui est un peu embêtant, effectivement, c'est que là, on va aussi cocher les 4 caractéristiques de la perversion narcissique.
Dépersonnalisation, la personne dont on se moque, finalement, on ne la considère pas vraiment dans sa souffrance. Clivage. Cette petite fille de 11 ans ne se dit pas « Tiens, je suis en train de lui faire du mal, je suis en train de m'amuser avec mes copines ». Justement, compétence sociale, le fait de se mettre en groupe pour se moquer de quelqu'un, eh bien ça augmente votre valeur perçue au sein du groupe. Et évidemment, l'absence de remords, on peut imaginer que cette petite fille va aller en classe tout à fait naturellement après, sans se soucier de la souffrance de la personne dont elles se sont moquées. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, ben enfin moi je me suis jamais moqué en groupe de quelqu'un à l'école, ça m'est jamais arrivé. Ok, alors laissez-moi vous donner un autre exemple. Parce que cet exemple-là, c'était éventuellement se moquer méchamment de quelqu'un. Mais se moquer gentiment de quelqu'un, est-ce que c'est pas pareil? Imaginez-vous à un repas en train de dire ah mais ouais, mais toi, on te connaît, ouais, bien sûr, ah, t'es un gros feignant, toi. De le dire en rigolant. Et tout le monde s'esclaffe dans l'assemblée. Vous avez une belle compétence sociale, là. Tout le monde vous trouve drôle. Et pourtant, c'était aux dépens de quelqu'un d'autre. Est-ce que cette autre personne a souffert? Sûrement un tout petit peu, oui, d'accord. Vraiment minusculement. Mais elle a souffert quand même. Et vous ne considérez pas sa souffrance. Et évidemment, vous n'allez pas vous excuser d'avoir sorti une blague en public aux dépens de quelqu'un après. Vous avez, encore une fois, coché les 4 caractéristiques de la perversion narcissique. Attendez, vous allez peut-être me dire, non mais moi ça m'arrive jamais de rire aux dépens de quelqu'un d'autre, même à un repas un peu arrosé. D'accord. 3e exemple maintenant. Quand vous jouez à un jeu, ou quand vous faites un sport, un match, quand vous jouez au Trivial Poursuite, au Scrabble, vous essayez de gagner, j'imagine. Eh bien, figurez-vous que quand vous battez votre adversaire, eh bien, vous allez cocher également les 4 caractéristiques de la perversion narcissique. Pourquoi est-ce qu'on cherche à gagner à un jeu? Mais parce que ça fait du bien. Parce que ça nous met en valeur, aux dépens de la souffrance, de la perte au jeu de quelqu'un d'autre. Oui, c'est une toute petite souffrance, on est d'accord, mais c'est de la souffrance quand même. Vous n'allez pas considérer la souffrance de l'autre en le battant en jeu, même si c'est un mauvais perdant. Ce serait idiot de laisser gagner quelqu'un parce qu'il est mauvais perdant. Et au contraire, si c'est un mauvais perdant, vous allez même cliver, c'est-à-dire que vous allez sûrement vous dire, eh bien ça lui apprendra sûrement à mieux accepter la défaite après. Vous trouvez que vous êtes une bonne personne en ayant battu ce mauvais perdant au jeu. Et évidemment, l'absence de remords fera que vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles le soir. Alors, je vous rassure, tout cela est correct. Cette petite perversion narcissique, en fait, elle est nécessaire à un bon équilibre de personnalité. C'est une sorte de filtre à la souffrance extérieure. Et quelqu'un qui serait complètement dénué de perversion narcissique, deviendrait un peu fou, complètement névrosé, serait sensible à tous les événements négatifs qui arrivent autour de lui et se sentirait personnellement impliqué, ce serait invivable. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une limite acceptable à la perversion narcissique. Voilà, c'est une limite un peu floue, mais voilà, gagner au jeu, se moquer gentiment de quelqu'un à table, oui. Oui, c'est accepté socialement, parce que la vie est comme ça, la vie est souffrance, et quand on l'utilise un petit peu à son avantage, eh bien tout le monde trouve ça normal. Et la personne qui a souffert en face, oui, effectivement, ça va la faire souffrir un petit peu, mais elle doit encaisser ça pour avoir également elle-même des bonnes compétences sociales. Là où on a un problème, là où on va poser le diagnostic de perversion narcissique, c'est quand cette limite socialement acceptable eh bien, est dépassée. Et effectivement, à un moment donné, finalement, il y a une espèce de flou, de clair-obscur, dont justement les vraies personnalités perverses narcissiques profitent pour passer un petit peu sous le radar. Donc on va dire que cette limite socialement acceptable, finalement, elle est dépassée quand la victime du pervers narcissique a un gros impact négatif sur sa vie. En termes, par exemple, professionnel, social ou personnel, une personne qui déprimerait parce qu'elle est la victime d'un pervers narcissique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé maintenant à comprendre ce que c'est qu'un pervers narcissique, à voir que une personne, ça peut être éventuellement un être abject, un gros connard ou une grosse connasse,
d'ailleurs, parce que ça touche aussi les femmes, mais pas forcément un ou une pervers narcissique. Donc, on va arrêter d'utiliser ce terme-là de façon complètement générique, parce que finalement, c'est beaucoup plus rare que ce que l'on pense. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur le couple. Si vous voulez trouver plus d'infos sur le couple ou sur les problèmes sexuels, vous pouvez aller sur mon blog, le blog sexologue.com, je vous mettrai le lien en description. Et là, vous avez plein d'articles, de vidéos et de podcasts qui traitent de tous les sujets et du couple et de la sexualité. Vous avez également des ressources gratuites à disposition. En particulier, j'ai une formation vidéo complète sur l'érection et un guide PDF sur la libido des femmes qui sont disponibles pour vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vais faire d'autres vidéos encore sur un peu tous les sujets comme ça que je trouve intéressant de développer. Donc voilà, abonnez-vous et vous raterez rien du tout. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon épanouissement sexuel à toutes et à tous. Ciao, à bientôt.